Alors pourquoi l'histoire et la géographie atlante égyptienne? Du moins, quelles sont les origines, en fin de compte, du discours du récit de Platon? Les origines, comme on peut l'imaginer, comme il le dit dans son texte, les origines sont égyptiennes. Il raconte d'ailleurs quelle est l'origine de son récit, hein. C'est aussi une façon d'attester la vérité, la véracité de ce qu'il va dire. Quand on dit d'où on tient ses sources, c'est en général pour prouver qu'elles sont exactes. Et donc c'est Solon qui va ramener ce récit. C'est un aristocrate euh, qui va instaurer les premiers principes de la démocratie. Donc vers la fin de sa vie, il va énormément voyager, il va être accueilli en Égypte chez un prêtre égyptien qui s'appelle Amasis. Et à son retour, il va écrire ce qui lui a été raconté, ce qu'il a pu lire, ce qu'il a pu voir dans ses voyages et ce qu'il a pu en retenir en termes de savoir. Donc il va les transmettre à la famille de Critias, et Critias, en fin de compte, c'est quelqu'un qui est de la famille de Platon. Donc, Platon va sûrement lire dans la bibliothèque de son oncle de Critias, la bibliothèque de Solon, il va sûrement lire les textes qui vont lui servir d'inspiration pour écrire son dialogue, c'est les textes sur l'Atlantide. Donc Platon va reprendre les écrits de son arrière-grand-oncle Solon, euh, qui a vécu du 7e au 6e siècle avant Jésus-Christ, et qui va visiter la ville de Saïs en Égypte vers 570 avant Jésus-Christ. Et là, il y rencontre des prêtres égyptiens Sonchis de Saïs et Xénophis d'Héliopolis. Et c'est Plutarque qui va retrouver les noms de ces prêtres qu'a dû rencontrer Solon, lorsque lui-même a dû aller vérifier la véracité, la réalité de ce avait pu lire et écouter Solon. Et donc ces prêtres-là, Sonchis et Xénophis, vont lui raconter l'histoire de l'Atlantide qu'il va consigner, qu'il va écrire à son retour. Et donc par la suite, Plutarque, ce fameux Plutarque de Chéronée et Crantor, vont aller en Égypte pour voir si ce qu'a écrit Solon est bien véridique, est bien vrai. Et ils ne vont jamais pouvoir prendre en défaut ce qui a été écrit, puisqu'ils vont confirmer à chaque fois que ça a bien été, c'est bien ce qu'ils ont trouvé là-bas. Et donc, ils vont authentifier ce qu'a pu écrire Solon bien avant eux. Voilà. Et il faut savoir aussi que Crantor, qui donc va pour vérifier ce que Solon a dit, était considéré comme quelqu'un qui ne racontait pas de bêtises, c'était quelqu'un d'assez probe, d'assez intègre. Et quand il disait que quelque chose était vrai, c'est qu'en général c'était vrai, et que quand il disait que c'était faux, c'est que c'est que c'était faux. C'était pas quelqu'un qui était soumis, qu'on pouvait corrompre facilement, ou qui était sujet à des vues de l'esprit de façon facile. Voilà un peu les origines de l'histoire des Atlantes, des Égyptiens, telle qu'elle figure dans le récit de Platon. Alors, pour parler des liens entre l'histoire et la géographie des Égyptiens, on a parlé d'histoire donc, qui avait été racontée par les prêtres égyptiens à Solon, qu'il a écrit et qui s'est retrouvé donc ses écrits dans la bibliothèque de Critias, que Platon a lu, et dont il fait état dans ces deux textes pour retranscrire l'histoire de l'Atlantide et d'Atlantis, de la ville qui existait hein, à l'époque. Et le professeur Diaz Montechano, dont je vous ai déjà parlé, qui est un des tenants de la thèse de l'Atlantis en Andalousie, lui a été en Égypte, a du moins a retrouvé des documents et a consulté des documents. Il a compilé à peu près plus de 200 cartes égyptiennes, d'après ce qu'il dit, des cartes antiques, donc, qui sont comprises entre la 11e et la 18e dynastie, c'est-à-dire entre, on va dire, la fin du 3e millénaire et le milieu du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Et ces cartes, elles reprennent, il a trouvé des liens entre ces cartes et l'Atlantide.
Et c'est très bien expliqué dans son livre Atlantis Rising, que vous pouvez trouver et acheter. Je vous conseille de le lire, puisqu'il explique, en fin de compte, tous les liens qui existent entre ces cartes, entre les cartouches qu'on retrouve sur ces cartes, les textes qui figurent sur ces cartes, les symboles sur ces cartes, etc. Et je ne vais pas en faire l'état là, ce serait beaucoup trop long, mais lui, il explique clairement, et on peut lui rendre hommage parce qu'il a trouvé quelque chose d'assez intéressant là-dessus, qui font le lien entre l'Atlantide, Tartessos, et des cartes qui auraient figuré les îles de l'Occident extrême, avec une île submergée qui parlerait de ceci. Et comme c'était lié à un culte des morts chez les Égyptiens, qui plaçait les morts de ce côté-ci de la Terre, c'est-à-dire à l'Occident extrême, vers les Atlantes, eh bien, ces cartes reprennent toutes le même schéma d'une île qui est avec un espèce de canal de passage en forme d'Y, et un continent d'un côté, ici, deux îles, une un peu plus allongée en général, avec un escalier qui symbolise un temple ici, et puis ici une plus grande île en face. Et on retrouve ici deux petits cartouches qui indiquent en fin de compte un peu la légende. Et dans un de ces deux cartouches, il y a marqué, il y figure le nom de Yuspania, qui en égyptien veut dire l'île submergée. Donc, en général, ce pays fait référence au dieu égyptien Chou. Alors, le dieu égyptien Chou, c'est exactement la même chose que le fameux géant Atlas, vous savez, dans les travaux d'Hercule. Atlas qui soutient la voûte céleste. Eh bien, le dieu égyptien Chou, c'est le pays de Chou qui est représenté, le pays d'Atlas, donc Atlas, on ne fait pas le lien entre Atlas et Atlantide, puisque eh bien, c'est la même chose entre Chou et Atlas. Et donc, il parle d'une grande cité submergée, Yuspania. C'est quand même Yuspania, quand on connaît, quand on sait comment les Espagnols appellent leur pays, c'est Spagna, hein. Et donc, Yuspania, moi j'ai vu des étymologies sur d'où viendrait le mot Espagne et Hispanie et autres. Je peux vous dire que ça parlait pas du tout de la même chose. Il y en a qui parlaient de lapin, enfin ça parlait de trucs assez dingues. Là, on a une carte avec un texte égyptien qui date de presque 4000 ans maintenant, et on vous parle de Yuspania, l'île submergée, vous voyez, avec un espèce de canal, une espèce de passage en Y comme ceci, et donc il a trouvé 200 cartes qui font référence à ça, et il détaille toutes les références qui font référence à cette île, avec cette ville submergée, la ville des morts, etc. Donc je vous conseille de le lire. Donc voilà, il y a des mentions aussi de cette ville, d'une ville qui s'appellerait Atzla. On peut aussi la traduire en Atlante. Il fait référence à tout ça dans son livre. Et donc le fameux dieu Chou égyptien qui soutient le ciel, comme le fait Atlas à l'ouest de l'Europe, donc à l'ouest de l'Afrique, pardon. Et, sur d'autres cartes similaires, il est fait mention au même endroit d'une île du trône aquatique ou d'une île submergée dans les eaux. Et en égyptien, et cette île, elle est nommée donc Yuspania. Donc c'est comme ça, et ça veut dire en égyptien île submergée. Donc le soleil couchant et l'extrême ouest, c'est le pays des morts, c'est le pays des bienheureux pour les Égyptiens. N'oubliez pas que les îles Canaries s'appelaient les îles des bienheureux auparavant, il y a des références là-dessus. Le soleil couchant meurt à l'ouest et renaît tous les jours à l'est, donc pour les morts évidemment il y a un symbole qui est fort. Et vous voyez en dessous donc le cartouche d'une de ces cartes qui est représentée, où on parle de la cité de Atzla, Atlante, on peut la traduire en Atlante, et le dieu qui l'occupe soutient le ciel, voilà, comme le fait Atlas. Donc vous voyez que ce cartouche présent sur une des cartes, sur un des papyrus de ces cartes, de ces sarcophages, fait mention d'une cité d'Atlante où un dieu soutient, le dieu qui occupe cette ville, soutient le ciel, comme le fait Atlas chez les Atlantes. Voilà.
Alors vous allez me dire, bon, c'est bien joli, on a trouvé l'histoire, on a trouvé la géographie, donc les textes, on a l'origine des textes qui donnent l'origine historique. On a le professeur Diaz Montecchano qui a trouvé éventuellement des cartes qui pourraient correspondre à cette partie, mais en fin de compte, ça donne quoi exactement? Alors, en fin de compte, ces cartes, bah, écoutez, tout à l'heure on a bien vu où étaient situées les colonnes d'Hercule dans l'Antiquité, hein, avec les textes qui le confirment, les îles sur lesquelles les recherches archéologiques ont montré qu'il y avait un temple d'Hercule avec donc des colonnes qui étaient les colonnes d'Hercule, les colonnes du temple d'Hercule. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire de cette carte, de ces cartes qui sont toutes pareilles, qui font état donc en fin de compte de canaux en Y, de passages en Y. Alors, si on reprend ces cartes, on se dit, mais tiens, c'est marrant, mais ça correspond pas tout à fait à ce qu'on a trouvé, mais il se trouve que ça dépend, ça dépend. C'est-à-dire qu'il faut savoir que les cartes, comme on les connaît au jour d'aujourd'hui avec l'orientation au nord, ça date à peu près depuis le XVe siècle. Auparavant, et dans l'Antiquité, et très souvent, en fin de compte, les cartes, elles ont très souvent été orientées avec l'est en haut. Et c'est ce qui a donné le mot orientation. Vous savez, l'Orient, c'est l'Est. Donc, quand on dit qu'on s'oriente, c'est-à-dire qu'on trouve pas, on cherche pas le Nord, on cherche l'Est. Or, aujourd'hui, sur une carte, on a le Nord en haut et on devrait dire on s'oriente pas, on se noriente. Vous voyez? Du moins, on fait une nordation. Oui, on se nordate, oui. Enfin, voilà. On devrait dire ça. Alors que le mot orientation, s'orienter sur une carte, c'est en fin de compte mettre l'Est en haut et donc on se définit comme ça. Donc jusqu'au XVe siècle, donc très tardivement, ça fait 5 siècles seulement que les cartes, la plupart des cartes, ou beaucoup de cartes se trouvent orientées avec le nord de façon euh, constante en haut, puisqu'avant, et notamment dans l'Antiquité, les cartes étaient orientées à l'est, donc avec l'est en haut. Et ça change tout, parce que du coup, si l'est est ici, sur ce sarcophage du chef des médecins de la 18e dynastie, le sud ici donc, et le nord là avec l'ouest ici, et qu'on le retourne, eh bien, il suffit que je vous remette la carte où se trouvent les colonnes d'Hercule, hein, les nouvelles, les dernières, hein, celles qu'on a retrouvées. Hein. Ben, vous voyez que, en fin de compte, ça donne pas du tout la même chose. Et, oh tiens, c'est bizarre, si en plus on prend les côtes telles qu'elles devaient être avant, pas les côtes modernes, parce que si on prend les côtes modernes, évidemment, les côtes en bleu, vous voyez que l'estuaire du Guadalete arrive ici, vous ne trouvez pas du tout d'Y. Hein. Par contre, si vous reprenez les cartes anciennes, vous voyez, avec les traits en bleu, ici, c'est qu'une succession de petites îles, vous voyez, donc qui vont jusqu'à l'île de Sancti-Pétri, qui est la première, et que vous voyez qu'ici, on peut passer, alors que maintenant, on ne peut plus, puisque il y a juste un canal qui fait tout le tour de l'île de San Fernando. Ici, c'est bouché, hein. Jusque-là, tout ça, c'est de la terre. Ici, ce sont des marais, en tout cas, et de la terre avec... Eh bien, vous voyez qu'à l'époque antique, ces fameux passages en fin de compte en Y, c'est bizarre, mais ça ressemble un petit peu à la carte telle qu'on peut la voir dans l'Antiquité, telle qu'elle a été reconstituée par les scientifiques. Et donc, si on fait une nordation des cartes égyptiennes qui étaient orientées, eh bien vous voyez que la carte de l'île submergée Hispania, qui existe vers 1900 à 1700 avant Jésus-Christ, donc au deuxième millénaire, au tout début du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, il y a une très grande analogie avec le golfe de Cadix antique, vous voyez, et l'estuaire du Guadalete. Donc c'est assez troublant. Si on reprend les mêmes cartes égyptiennes, on retrouve donc la même configuration potentielle entre Tartessos, qui sera en face, Cadix, voyez, et la péninsule espagnole. Et on retrouve sur toutes ces cartes donc cette forme en Y, ce passage avec l'île de Cadix avec le temple au bout, et vous voyez bien que sur la carte, ceci symbolise les escaliers qui montent dans les temples. C'est le symbole des temples en fin de compte. Vous voyez, donc vous avez le temple de Cadix qui se situe ici. Ceci c'est l'île de Cadix. Ici vous voyez que c'est en bleu, c'est de l'océan. Ici, il n'y a pas de délimitation d'océan, ici.
ni là, il y a un trait. Donc là, ici, on voit que ça s'arrête. Alors, je sais pas ce qu'il y a au-dessus, je n'ai pas la carte en complet. Mais en revanche, ici, vous voyez qu'il y a une barque avec qui est un petit peu le symbole, j'imagine, de la ville d'Atlantide, et avec un nouvel escalier, on devine, qui symbolise un autre temple, qui pourrait être le temple de Poséidon. Donc ici, le temple d'Hercule, belle carte, et le temple de Poséidon de l'île submergée. D'ailleurs, on le voit que l'île est submergée, puisque il y a une partie de l'île qui est encadrée ici, qui est remplie de bleu, à quasiment à moitié. Donc, je crois qu'on ne peut pas être plus clair. Je crois que l'analogie est quand même, en tout cas, est extrêmement frappante. Alors vous allez me dire, bon, c'est bien joli ces cartes-là, mais est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres endroits, pas très loin de ces colonnes, qui pourraient identifier la même chose, ou du moins quelque chose qui ressemble à ça? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres endroits, dans tous ces canaux, dans tous ces marais, euh, dans tout ce littoral, quelque chose qui ressemble aussi? Alors, effectivement, pendant un temps, j'ai regardé, et j'en parle parce qu'il faut en parler, on n'est pas là pour occulter et parler que de ce qui nous arrange. Il y a la ville antique de Vuelva, qui s'appelait Onoba, sous les Phéniciens, et qui est une ville ibère. Hein. Onoba, c'est le nom donc, phénico-ibère, et qui est très proche, et qui pourrait correspondre à la description de la localisation. Vous voyez que donc sur la carte de l'Espagne, donc Cadix est à peu près par là, et Huelva, Onoba était juste un petit peu plein nord. Donc. Et elle pourrait correspondre, mais ce coup-ci sans tourner la carte, c'est-à-dire avec une orientation moderne. Hein. Mais si on garde l'orientation moderne pour reprendre le Y qui pouvait exister à l'époque, parce que je n'ai pas retrouvé de carte des côtes antiques, on peut imaginer que toutes ces îles n'existaient pas, et qu'il n'y avait que cette partie, ce- cet éperon qui existait, sur lequel est créée la ville d'Elva, où il a été retrouvé, parce que comme elle est urbanisée, on peut difficilement faire des fouilles, mais on peut, c'est l'occasion de faire des nouveaux ensembles, on peut retrouver des éléments en creusant. On a retrouvé des éléments assez anciens, Tour des Temps, Phéniciens, donc Ibère. On voit aussi que cette partie-là était jusqu'ici, n'était pas jusque-là, était des marais, qui devaient sûrement peu exister dans l'Antiquité. En revanche, on voit un trait de côte ici, qui continue. Et donc, vous voyez que par rapport à l'île, d'abord l'île n'a pas tout à fait la forme de celle qui figure sur la carte, hein, elle a la pointe uniquement, mais elle n'a pas ce long trait de côte avec ce retour ici, oui, tout petit là, mais il devrait continuer beaucoup plus, contrairement à ce qu'on a sur l'île en face Cadix, la partie qui n'est plus une île aujourd'hui, mais qui était une île à l'époque, qui est en face Cadix. Et puis on a cet océan qui continue, qui est partout, tout autour, là. Hein. Ici c'était le golfe de Guadalquivir tout à l'heure, et là ce serait l'océan à l'ouest, on le voit. Et ici, ben, on voit qu'il n'y a pas d'océan, ici, il n'y a pas de. Non, il y a un estuaire qui est l'estuaire du Guadiana. Et ici avec le Rio Tinto, donc on a bien deux fleuves aussi, c'est une ville antique, mais on n'a pas l'océan qui se déroule sur toute la façade, puisqu'ici, on a tout de suite la côte. Donc on devrait avoir un bout de côte, ou en tout cas on ne devrait pas avoir l'océan comme ceci. Hein. Et dans tous les cas, s'il y a eu un tsunami, il aurait dû être extrêmement freiné par le, par le trait de côte, à mon avis. La configuration n'est pas tout à fait la même. Et puis on ne retrouve pas, dans ce cas-là, pourquoi il n'y aurait pas ces marées-là, mais il y en aurait un, et le Y n'est pas tout à fait tout droit, il est aussi un peu penché. Enfin voilà, quoi, ça fait un peu beaucoup. On trouve, c'est quand même pas tout à fait la même chose, je trouve. Et puis la carte, elle est quand même orientée, elle n'est pas orientée, contrairement à ce qui se faisait à l'époque. Sinon, effectivement, il y a deux fleuves, il y a le Rio Tinto et le Guadiana ici, le Rio Tinto qui arrive ici. La ville actuelle moderne, elle est au confluent, on peut difficilement fouiller, voilà, l'embouchure des fleuves se poursuit vers la mer par le long, avec un long bras de plusieurs kilomètres. Mais le bras, il ne s'oriente pas plein sud, en tout cas, ou du moins il dérive, il est un peu courbe, donc ça ne correspond pas tout à fait. Enfin voilà, donc
moi je trouve que c'est plutôt, personnellement je trouve que c'est insatisfaisant. Et comme l'indique Strabon, et les découvertes archéologiques, ça fait sûrement de Huelva une ville d'importance à l'époque ibère et peut-être Atlante, tartesso-phénicienne, mais la configuration géographique, ça l'éloigne quand même un petit peu, n'est pas exactement aussi favorable, je dirais, qu'une Atlantis qui pourrait être localisée juste après les colonnes d'Hercule, en face de Cadix. Donc surtout que là, ça éloigne quand même énormément des colonnes d'Hercule. C'est pas juste après ou devant, c'est quand même un petit peu plus loin. Il y a plusieurs, il y a une centaine de kilomètres, là. Il y a pas loin d'une centaine de kilomètres en tout cas. Donc c'est pas juste à côté, quoi. C'est 100 km en bateau, c'est il faut une bonne journée, hein. Donc c'est pas juste après, quoi. Voilà. Donc voilà la candidate pour moi imparfaite qui serait aussi la ville de Huelva. Je vous laisse vous faire votre opinion. On va revenir sur les autres hypothèses. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu tout ça, donc on a fait les liens entre Tartessos, Hercule, on a retrouvé les colonnes d'Hercule, on a fait le lien entre l'ancienne configuration autour de Cadix et les cartes et la géographie et l'histoire qui avait été consignée par les Égyptiens, avec les noms qui vont avec, donc Hispania, l'île submergée. Maintenant, essayons un petit peu de conforter tout ça avec les dimensions, la localisation, euh, et tout ce qui va avec. Donc, parlons un petit peu de l'ère d'influence des Atlantes. Et si on reprend la carte du monde grec d'après la cosmogonie d'Hésiode, c'est-à-dire la façon dont voyaient le monde les Grecs, donc pour les Grecs, le monde il est plat, il est rond, il est entouré d'un océan qui fait le tour, périphérique. Et puis vous avez l'Europe qui est au nord, ici, vous avez l'Afrique qui est au sud, et vous avez l'Asie. Alors l'Asie, pour les Grecs, c'est pas tout à fait ça, mais en tout cas l'Asie à l'est, en fin de compte. Et ce qu'appelle l'Asie pour les Grecs, bien avant donc les périples de- comment dire, d'Alexandre le Grand, eh bien, l'Asie pour les Grecs, ça correspond à la Turquie et tout ce qui est du côté donc de Bagdad, des Assyriens, des Sumériens. La Libye, c'est un terme dont l'étymologie c'est d'origine grecque, libykos, qui veut dire au sud-ouest. Donc en fin de compte, on voit bien que par rapport à la Grèce qui se situe ici, en fin de compte, la Libye est au sud-ouest. Donc quand les marins allaient en Libye, ils disaient on va au sud-ouest. Donc c'est ce qui a donné le nom. Donc Libye vient de libykos, qui veut dire au sud-ouest. D'ailleurs, ce qui a été conquis par les Grecs, euh, il y a une partie de la Libye qui a été conquise par les Grecs, qui s'appelait la Cyrénaïque, et qui était au sud-ouest donc de la Grèce. Alors dans la description de Platon, il fait régner les Atlantes sur un immense empire, hein, donc, ou bien avoir de l'influence en tout cas, on ne sait pas trop ce que ça recouvre parce qu'il ne le précise pas. Il les fait régner sur un très grand territoire qui va de l'Atlantique jusqu'à la Tyrrhénie vers l'Italie et à la Libye vers l'Égypte. Donc en gros, globalement, il fait régner les Atlantes. La Tyrrhénie, c'est ce qui correspond au territoire de la Toscane actuelle, donc le centre nord de l'Italie, hein, vous voyez, ici, ici, hein. Et puis, donc de l'océan, donc de l'Atlantique et de l'océan Atlantique, qui est ici, qui borde donc l'Europe et l'Afrique, de ici jusqu'ici, et en Afrique, de l'Atlantique jusqu'à la Libye. Donc, le sud-ouest de la partie qui est en face, donc la Grèce. Alors, si on prend une carte un peu plus actuelle, parce que ça va être difficile, donc il ferait donc les Atlantes qui sont de ce côté-là, il les ferait régner donc sur une partie qui irait donc jusqu'à la Tyrrhénie et jusqu'à en gros la Libye. Alors, la Cyrénaïque qui est gérée par les Grecs, elle se trouve ici, hein, c'est cette partie-là.
qui allait jusqu'à un endroit qui était au milieu du désert, puisque il y avait deux peuplades qui s'étaient partagées donc le pays. Ça va de ce côté-là, ça va au milieu de cette côte. Donc voilà l'influence ou l'empire ou les conquêtes qui ont été faites par les Atlantes. Donc on voit que lorsque Platon dit que ça va jusque-là, il dit aussi que c'est aussi grand que l'Asie, donc c'est-à-dire la Turquie et Bagdad, donc l'Irak, l'Asie mineure, l'Asie, le Moyen-Orient proche et la Libye. Donc la Libye à l'époque c'est juste la partie de la côte qui est au nord de l'Afrique, hein, qui est ici, hein, c'est juste ça, hein, c'est juste ici la Libye. Donc on voyait quelque chose qui correspondrait à ça plus un petit bout de ça, hein, plus voilà, et ben ça, vous voyez, pas, même si on s'arrête au niveau du désert du Sahara et qu'on va sur une partie et qu'on prend les îles qui peuvent être aussi intégrées, hein, euh, on doit pas être très loin de la superficie de ces éléments-là, à quelques, à quelques, à quelques centaines de kilomètres carrés. Donc il est dit aussi que les Atlantes avaient 10 royaumes qui coexistent, dont Atlantis, c'est la capitale, c'est là où il y a le roi des rois en fin de compte, et que les 9 autres cités des Atlantes sont dirigées par des rois qui viennent rendre hommage au principal roi et se réunissent donc régulièrement pour faire des sacrifices, de taureaux. Alors, on peut faire un parallèle quand même entre cette civilisation atlante, son âge, puisqu'elle serait aux alentours de moins 9000, moins 10 000 avant Jésus-Christ, avec la civilisation des mégalithes, donc, vous voyez, qui est en rouge ici sur l'Europe et sur le nord de l'Afrique. Vous voyez que si on prend l'extension majeure, ça correspond à peu près voyez, l'extension des civilisations des mégalithes qui s'est créée dans cette période-là aussi, à partir de cette période-là sûrement, c'est-à-dire les plus anciens mégalithes, je crois, sont autour de 7000 ans avant Jésus-Christ, donc ça fait, ils ont 9000 ans. Donc on est à 1000-2000 ans des durées de ce qu'indique Platon comme histoire des Atlantes. Quant au territoire, vous voyez que par rapport à ce qu'appelaient les Grecs l'Asie et la Libye, euh, ce n'est pas ridicule si on prend la zone d'extension des mégalithes, si on fait un parallèle entre la civilisation atlante, qui ne serait pas aussi une civilisation aussi développée avec des cristaux qui font de la, comme certains essaient de le dire, qui font de la télépathie ou autre, même si bon, je laisse penser ce qu'ils veulent, mais bon, c'est pas du tout mon point de vue. Serait une civilisation beaucoup plus archaïque, beaucoup plus rustique en fin de compte, mais qui aurait pu être extrêmement développée par rapport à l'âge ou la période dans laquelle elle a dû évoluer. Voilà. Alors, l'Andalousie, en fin de compte, donc on a vu où étaient situées les colonnes d'Hercule, donc du côté de Cadix qui se trouve là, donc les colonnes d'Hercule sont ici, vous voyez Cadix est là, l'île de Dardessos serait par ici, l'ancien lac, on le devine, serait par là, on voit le fleuve Guadalquivir et tout son bassin hydrographique, donc on voit que c'est extrêmement bien arrosé par tout un tas de fleuves et de rivières, donc ce qui va en faire une terre très fertile. On voit aussi que par rapport au sud de l'Espagne et au nord du Maroc, c'est là que se situe la cordillère Bétique, qui remonte avec les deux Sierras, donc, qui entoure complètement l'Andalousie, au sud et au nord, comme le décrit Platon dans ses récits. Donc, et on voit que ça en fait une plaine, alors oblongue, donc il dit pas que c'est ovale, hein, il dit que c'est oblongue, hein, donc c'est-à-dire quelque chose qui est un petit peu étiré, hein, quelque chose qui est un petit peu enflé mais étiré. Donc quand on dit que quelque chose est oblongue. Et donc ces chaîne de montagne, ben, ça la protège bien des vents du nord de l'hémisphère nord, et donc ça lui donne donc un climat particulier.
Il écrit Atlantis comme une ville qui est côtière, donc sur une île qui est très très proche d'autres îles. On l'a vu que dans les certaines diapositives que je vous ai montrées, que le découpage des côtes, il y avait beaucoup d'autres îles qui correspondaient, qui existaient à côté de- de cette grande île de Tartessos, et qu'elles étaient très proches du continent et d'une côte qui était orientée au sud. Alors on a vu que le bassin du golfe du Guadalquivir, qui était ouvert à l'époque, donc donnait aussi sur le sud, hein, il était orienté vers le sud. Euh, donc ça en fait quand même une candidate assez potentielle. Euh, et donc voilà, aujourd'hui ça en fait une candidate d'autant plus potentielle, c'est que le golfe tartésique, le golfe du Guadalquivir, qui existait dans cette partie-là de l'Andalousie, sur au débouché, à l'embouchure du Guadalquivir et du Bétis, ou du Tartessos qui existait à l'époque, eh bien ça, c'est aujourd'hui, il est aujourd'hui comblé. Il s'est comblé et il a été de plus en plus difficilement navigable jusqu'à ce que le fleuve aujourd'hui soit encadré et soit un fleuve ordinaire avec une embouchure qui est elle-même encore, on le verra plus tard, encore très difficilement navigable. Il y a eu énormément de naufrages à l'embouchure du Guadalquivir, donc elle continue de se combler. Euh, Et donc, à l'embouchure du Guadalquivir et du Guadiana, il y avait énormément d'îles, ce qui correspondrait en fin de compte au terme d'Atlantis Nessos en grec, qui fait d'Atlantique, en fin de compte, qui dit que euh, c'était les marées d'Atlantis, en fin de compte. Ce serait, on le verra plus tard, quelle est l'étymologie du mot de Nessos, mais c'est ce que ça voudrait dire. Donc il ne faut pas confondre, en fin de compte, ce que je veux dire, pas confondre Atlantis et l'Atlantide. Je crois que dans le texte de Platon, ça ressort mal. Platon n'emploie qu'un seul terme, euh, Atlantis Nessos, qui indique qu'il y a une idée de promontoire, de région côtière, de région un peu marécageuse. Mais je pense qu'il décrit aussi l'Atlantide, qui était en fin de compte, qui correspond à toute une région en fin de compte, ou à un empire. Donc il ne faut pas confondre les deux. Et quand j'emploierai le terme d'Atlantis, je ferai référence à la ville. Quand je parlerai de l'Atlantide, je ferai référence aux régions, à la région d'ensemble, ou à l'Empire Atlante, aux régions, aux aires d'influence des Atlantes. Alors pour aller plus dans le détail, on peut parler aussi, il décrit les dimensions de l'Atlantide, Platon, dans son récit. Donc on a vu que tout à l'heure, l'Atlantide et Atlantis, ça correspondait en fin de compte au portrait robot qu'on peut en faire par rapport au texte de Platon que j'avais fait au tout début. Mais on peut aussi regarder les mesures. Alors les mesures, en fin de compte, si on reprend les éléments de Platon, Platon il dit que l'Atlantide mesurait 3000 stades en longueur et 2000 stades en largeur. Donc il faut reprendre le littoral donc, qui correspond à la période. Donc si on prend à peu près en gros le littoral de moins 10 000 qui correspond au plateau continental sous-marin qui existe à l'heure actuelle, hein, avant la montée, globalement, effectivement, si on prend le stade égyptien qui faisait 150 mètres, parce que j'imagine que si l'histoire a été donnée, c'était les stades étaient des stades égyptiens, c'est eux qui avaient les mesures en fin de compte. Eh bien, effectivement, du bout de la chaîne jusqu'au littoral de moins 10 000, eh bien, la plaine de Andalouse de l'époque, elle devait faire effectivement 3000 stades. Ça fait 3000 stades par 150 mètres, je vous laisse calculer. Et elle devait faire aussi 2000 stades en largeur. Alors 2000 stades en largeur, alors si vous calculez ici, ça ne les fait pas. Par contre, si vous prenez l'entièreté, l'intégralité de, du golfe d'Andalousie, et y compris où elle va, donc tout ce qui est borné en fin de compte par les deux Sierras et les deux bouts de Sierra au bout de l'Atlantique, est-ce que ça correspond, avant qu'on remonte, qu'on change de côte d'orientation vers le nord, qui était une partie, à mon avis, qui était difficile pour les navigateurs, qui était sûrement même considérée comme étant sacrée ou infranchissable.
eh bien, on retrouve 2000 stades égyptiens dans ce sens-là, c'est-à-dire quasiment du sud de la côte andalouse jusqu'au Cap Saint-Vincent. Il y a bien 2000 stades égyptiens en largeur. Donc, vous voyez que donc je vous ai fait les calculs ici. Donc, ça donne en gros globalement 472 km d'un côté par 315 km de large. Donc, 472 km, 315. Et même si vous prenez un stade un peu plus long et que vous prenez dans le temps, on voit que ça reste quand même pour l'Atlantide dans quelque chose qui semble correspondre globalement à la taille de la plaine, si on prend les chaînes de montagne, qu'on les inclut, ça y correspond aussi. Donc voilà, alors on peut pinailler, hein, on peut dire mais oui, mais il manque 200 km si on mesure que de là à là, effectivement, sûrement. Mais globalement, ça le fait quoi. Si on prend un stade égyptien à 157 mètres, 50, et qu'on le multiplie par 3000 et par 2000, eh bien, et qu'on prend le littoral antique à une certaine période, c'est-à-dire celui qui est avant la montée des eaux suite aux glaciations, eh bien, ça correspond bien. Voilà. Et même en prenant en compte si on prend en compte notamment les Sierra Nevada qui font partie de la cordillère Bétique et qui remontent de l'Atlas marocain et algérien, et la Sierra Morena qui protège des vents du nord, on a encore quelque chose donc, qui correspond avec le fameux golfe Tartessique et l'île de Tartessos au milieu, qui fait face à l'île de Cadix et aux colonnes d'Hercule qui se trouvent ici. Voilà. Donc, encore une fois, en essayant de, de- de calculer et de regarder si ça va, c'est une plaine qui correspond. Comme vous l'avez vu, le bassin hydraulique est important, donc ça semble faire l'affaire encore une fois. Alors, sans faire référence aux critères des différentes réunions qui ont eu lieu euh, et qui mettent en évidence tous les critères de l'Atlantide, on peut quand même regrouper tous les critères géographiques de localisation qui sont compris dans le texte de Platon, et on peut les passer un par un. Maintenant qu'on a une petite idée un petit peu de tout ça, on a vu donc, je vais pas vous reparler des dimensions, mais qui semblent correspondre aussi, en tout cas qui tiennent en fonction de certains critères. Alors c'est sûr que si vous prenez un stade athénien et que vous ne prenez pas le littoral de moins 10 000, ça ne rentre pas. Effectivement, si vous prenez aussi que la largeur de la plaine, sans prendre les chaînes, ça ne rentre pas. Mais sinon, on peut prendre tous les autres critères. Euh, et donc on retrouve que les principaux, c'est une ville qui va être au bord de la mer, juste après ou devant les colonnes d'Hercule, on a vu où elles sont. Si on prend les colonnes d'Hercule du temple d'Hercule Mercarte au sud du Cadix, ou bien même les cartes égyptiennes antiques, ben, ça donne bien le golfe Tartessique en Andalousie. Avec une grande plaine ovoïde et fertile bien irrigable, eh bien écoutez, je crois que ça a l'air de correspondre aussi, hein. Il y a assez de rivières, de canaux et de fleuves très importants qui correspondent exactement à la description. On a vu aussi que l'île elle devait être entourée par deux fleuves. C'est le cas aussi de l'île en face de Cadix. L'Atlantide est un pays montagneux. Alors là, on parle de l'Atlantis ou de l'Atlantide. Alors Atlantis est dans une plaine, la ville est dans une plaine, elle est entourée de montagnes, mais là, quand il dit que l'Atlantide est un pays montagneux, ça veut dire qu'il parle, à mon avis, de l'Empire, du moins de ce qui est autour, en tout cas, du pays Atlante. Et donc, l'Espagne, c'est le pays d'Europe le plus montagneux. Il y a deux plaines en Espagne, il y a celle d'Andalousie et celle de l'Ebre, qui commence en Catalogne et qui se finit presque au Pays Basque. Et en dehors de ça, en Espagne, ce n'est que des montagnes. Donc une plaine qui serait entourée par des montagnes qui protègent des vents du nord, et qui regorge de métaux. Donc ça, on va le voir, l'Espagne regorge de métaux. L'Andalousie elle est entourée de deux sierras, au nord et au sud, et qui vont jusqu'à l'océan, comme l'indique Platon. Donc c'est aussi à proximité d'une zone sismique qui est sujette à des très forts tsunamis. Les séismes qui sont en face de l'Andalousie ils sont parmi les plus violents au monde et ils génèrent des tsunamis dévastateurs. On le verra plus loin en ce qui concerne la métallurgie. Je vous démontrerai qu'il y a eu énormément de métaux et il y a eu
une grande industrie dans l'Antiquité métallurgique en Andalousie. Et puis, on peut aussi parler du désastre de Lisbonne, de Lisbonne en 1755, avec le fameux tsunami qui a ravagé la ville en moins d'une journée, hein, et dont on retrouve encore, ils en parlent encore. Il m'est arrivé d'aller à Lisbonne, d'avoir la chance d'aller voir cette ville, hein, où les gens sont d'ailleurs très sympathiques, et où il y a encore donc tout le quartier qui a été rebâti suite au tsunami qui est entré. Donc c'est une zone terrestre où il y a les plus importants tsunamis. On le verra aussi plus tard, je vous en parlerai. Et c'est un pays, donc Atlantis, la ville et l'Atlantide, c'est un pays où il y a plusieurs îles qui sont en partie disparues, mais qui sont très proches du continent. Bah, on a vu que c'était le cas. On a vu que les anciennes configurations du littoral, eh bien, il y avait beaucoup d'îles et elles étaient extrêmement proches du continent. Le golfe Tartessique andalou, le précise, le mentionne, on le voit sur les cartes, on le retrouve dans les analyses qui sont faites des sols, on peut le déterminer. Et puis on a vu aussi qu'en termes de dimension, bah, par rapport aux dimensions, bah, ça colle en prenant la dimension du stade égyptien, et ça colle aussi si on prend la superficie analogique, du moins l'analogie qui est faite entre la Cyrénaïque et la Libye, donc avec la Ionie et le Moyen-Orient réunis, ça donne à peu près la superficie d'une zone qui serait à l'ouest de l'Europe et de l'Afrique et qui aurait été sous influence atlante. Voilà. Donc je dirais que globalement, euh, tout cela semble correspondre aux critères géographiques de localisation qui sont définis par Platon.